monsieur, bonsoir. Je suis très heureuse de vous retrouver ce soir après un nouveau succès pour le journal télévisé de lundi soir. Alors continuons sur la même lancée. Au programme de cette édition, Emmanuel Macron recevra mercredi le nouveau patron du régime syrien, le djihadiste modéré Ahmed Al-Shara. Entre nécessaire dialogue et connivence macabre, le chef de l'État navigue encore à vue. Nous reviendrons ensuite sur le conclave qui commencera demain mercredi pour désigner le futur pape. Et puis, nous évoquerons le conflit en Ukraine et les interrogations quant aux célébrations du 9 mai en Russie, ouvertement menacées par Volodymyr Zelensky. Mercredi, Emmanuel Macron recevra le président syrien Ahmed Al-Shara à l'Élysée. Une étonnante ouverture d'esprit du chef de l'État français quand il s'agit de dialoguer avec un islamiste avec du sang sur les mains. Élément d'explication, Olivier Frère-Jacques. Tapis rouge pour les barbus. Emmanuel Macron, qui a toujours eu des mots très durs envers l'ancien président Bachar al-Assad, se met aux petits soins pour son successeur issu du giron d'Al-Qaïda. Ahmed Al-Shara, djihadiste plus ou moins repenti, sera à l'Élysée mercredi. Cela peut étonner alors qu'Emmanuel Macron avait largement tensé son prédécesseur. C'est le chef d'État d'un pays en ruine et en proie à des factions islamistes qui posera ses valises à Paris mercredi. Pour François-Xavier Giquel, directeur des opérations de SOS Chrétiens d'Orient, cette visite doit être une occasion de rappeler au nouveau président ses engagements envers les minorités en Syrie. Vous savez, nous, en tant qu'association, depuis décembre, nous avons la même position, à savoir que nous serions prêts à collaborer avec les nouvelles autorités syriennes à partir du moment où elles s'engagent à protéger toutes les composantes du pays et à en respecter les libertés et les pratiques. C'est ce que s'était engagé sur le papier à faire Ahmed Al-Shara. Et depuis, on voit quand même l'hostilité violente de certaines factions du pays contre les minorités. Et nous espérons que cette visite sera l'occasion pour le président français de vraiment insister prioritairement sur ces exigences et pas simplement d'essayer de faire passer les intérêts économiques de la France uniquement au détriment du peuple syrien. Avec cette visite officielle, la première d'Ahmed Al-Shara en Europe, Emmanuel Macron réaffirme son soutien à une nouvelle Syrie qui est loin d'être pacifiée, alors que des minorités alaouites ont encore récemment été massacrées par des milices que le pouvoir en place ne semble pas en mesure de contenir. À cela s'est ajouté des agitations autour d'une autre minorité, les Druzes. Il y a plusieurs semaines, les terribles massacres qui ont été commis par des milices proches du pouvoir contre les Alaouites sur la côte, qui ont fait près de 1700 morts. Et en fait, l'inquiétude dont je vous faisais part est particulièrement renforcée par les accrochages qui ont eu lieu le 30 avril entre d'autres milices proches du pouvoir et la communauté druze, cette fois-ci en banlieue de Damas, qui a été empêchée par l'intervention israélienne, mais on voit quand même l'hostilité de certaines factions du pays qui ont du mal à être contrôlées par le gouvernement. Donc hier les Alaouites, hier les Druzes. Espérons que les chrétiens ne soient pas les prochaines victimes de ce manque de contrôle du gouvernement sur les éléments les plus radicaux des milices en Syrie. Emmanuel Macron, qui avait invité Ahmed Al-Shara dès février, avait conditionné cette visite à la formation d'un gouvernement dite inclusif et à des garanties sécuritaires, jugeant les premiers échanges tout à fait positifs fin mars. En l'occurrence, le nouveau chef d'État a laissé quelques places à des minorités et semble tenter de se conformer aux exigences internationales dans un exercice de contorsion pour ce djihadiste de formation. Pour François-Xavier Giquel, le problème relèvera plus des soutiens de Ahmed Al-Shara que de lui-même. Il faut encore le dire et le rappeler, Ahmed Al-Shara vient de l'État islamique et d'Al-Qaïda. Donc déjà, il y a quand même un signal fort d'inquiétude quant à ses intentions. Maintenant, par ses déclarations, par le texte constitutionnel qu'il a fait passer, rappelant son attachement à l'unité de la Syrie et à la protection des minorités, et par la composition d'un premier gouvernement qui comprend notamment une chrétienne, mais également des personnalités plutôt expertes dans leur champ de pratique en termes juridiques et administratifs, on pouvait espérer qu'Ahmed Al-Shara ait volontairement voulu montrer qu'il voulait créer vraiment une nouvelle Syrie. Maintenant, je ne sonde pas les reins et les cœurs. Est-ce que c'est la réalité? Je ne sais pas, on peut l'espérer. Maintenant, est-ce que les 50 000 djihadistes qui le suivaient durant 10 ans dans la poche d'Idlib et qui voulaient l'instauration d'un califat islamique sur toute la région ont eux-mêmes changé? Ça me semble vraiment très peu probable. Et ces personnes-là sont les personnes qui non seulement l'ont soutenu pendant 10 ans, mais qui également ont remporté la victoire armée et possèdent une certaine force de frappe.
Donc, seuls les prochains mois pourront nous dire si, avec le soutien financier des pays du Golfe, le soutien diplomatique des pays occidentaux, une certaine levée des sanctions qui arrive petit à petit, le président Chara réussira à se maintenir au pouvoir et à vraiment étendre son pouvoir à toute la Syrie, ou si au contraire il sera déstabilisé par une nouvelle révolution. Un avenir incertain et une visite qui sera observée de près. Ainsi, lors du passage du ministre des Affaires étrangères Jean-Noël Barrot en Syrie, ce dernier était flanqué de son homologue allemande Annalena Baerbock, à qui Ahmed al-Shara avait refusé de serrer la main dans une séquence diplomatiquement éprouvante. Les esprits taquins s'interrogent aujourd'hui. Ahmed al-Shara serrera-t-il la main de Brigitte Macron si cette dernière est à l'Élysée ? Pour le nouveau maître de Damas, il s'agira de montrer patte blanche et de poursuivre sa voie qui semble pour l'heure plutôt empreinte de pragmatisme, comme en témoignent ses relations avec la Russie, pourtant soutien de son prédécesseur. Le monde tourné vers Rome. À partir de mercredi, le conclave va démarrer pour choisir le chef des 1,4 milliard de catholiques. Alors comment se déroule cette élection ? Qui sont les candidats ? Renaud de Bourleuf vous explique tout. L'élection la plus secrète du monde va commencer. Au Vatican, mercredi 7 mai, les cardinaux électeurs vont commencer le conclave pour désigner le 267e pape. La chapelle Sixtine va réunir 135 cardinaux venus du monde entier dans un huis clos total. Pendant les séances, ils n'auront aucun contact extérieur, pas même un téléphone portable ou un ordinateur. La durée du conclave est indéterminée, il dure souvent entre 2 et 3 jours et se termine lorsqu'un cardinal obtient au moins les 2/3 des suffrages. Lorsque le pape est enfin désigné, la fumée noire qui sort de la chapelle Sixtine laisse la place à une fumée blanche. Un prélat se rend alors au balcon central de la basilique Saint-Pierre pour déclarer la célèbre formule « Habemus Papam » qui signifie en latin « Nous avons un pape ». Il annonce l'identité du nouveau chef de l'Église et le nom que celui-ci a choisi pour son pontificat. Le nouveau successeur de Pierre vient ensuite au balcon donner sa bénédiction. Habemus Papam. Et benedictio Dei omnipotentis. Habemus Papam. Et benedictio Dei omnipotentis. Habemus Papam. Et benedictio Dei omnipotentis. 135 cardinaux âgés de moins de 80 ans prennent part au vote. On compte parmi eux 53 Européens, 23 Asiatiques, 18 Africains, 4 Océaniens et 40 du continent américain. Sur les 135 cardinaux électeurs, 108 ont été nommés par le pape François, soit environ 4/5 d'entre eux. Il en reste 22 dont la nomination remonte à Benoît XVI et 5 à Jean-Paul II. La France compte 8 cardinaux, mais seuls 5 d'entre eux se situent sous la limite d'âge de 80 ans. Parmi eux, 4 ont reçu la barrette de cardinal du pape François. L'archevêque de Marseille, Jean-Marc Aveline, par ailleurs président de la Conférence des évêques de France, l'évêque d'Ajaccio, François-Xavier Bustillo, le nonce apostolique Christophe Pierre et le préfet du tribunal supérieur du Saint-Siège, Dominique Mamberti. Il y a aussi Philippe Barbarin, archevêque émérite de Lyon et cardinal depuis le pontificat de Jean-Paul II. Après les élections de Benoît XVI et de François, il va participer à son 3e conclave. Le suspense reste entier sur l'identité du prochain successeur de Pierre. Comme à chaque conclave, des papes habilés, autrement dit des favoris du scrutin, se démarquent. Mais un adage dit « qui entre pape au conclave en sort cardinal », ce qui laisserait entendre que l'identité du futur souverain pontife est toujours une surprise. En réalité, les derniers conclaves montrent des exemples très différents. Ainsi, en 1978, Karol Wojtyła était celui que personne n'avait vu venir. Prenant le nom de Jean-Paul II, l'archevêque de Cracovie est devenu le premier pape polonais et le premier pape non italien depuis le XVIe siècle. Au contraire, en 2005, Joseph Ratzinger occupe l'un des postes les plus importants du Vatican. Il est préfet de la Congrégation pour la doctrine de la foi. Il était l'un des plus proches conseillers du défunt pape Jean-Paul II. Son élection se termine en à peine plus de 24 heures. Enfin, en 2013, l'élection de Jorge Maria Bergoglio est plutôt une demi-surprise. Il n'était pas cité comme un favori, mais avait été remarqué en 2005, ayant la 2e place lors du dernier tour de scrutin. Tous les scénarios sont donc sur la table, et les papes habilés occupent l'attention d'une grande partie des médias. Parmi eux, l'Italien Pietro Parolin est considéré comme l'un des cardinaux les plus influents et les plus proches du pape François. L'élection serait ainsi une continuité. Il a longtemps été chargé des relations internationales du Saint-Siège et a notamment joué un rôle clé dans l'accord signé en 2018 avec la Chine sur la nomination des évêques. Un accord controversé aujourd'hui dont les conséquences n'ont pas vraiment amélioré la situation des catholiques chinois. L'ancien archevêque de Manille, Luis Antonio Tagle,
représenterait lui aussi une continuité du pape François. Il est connu pour ses prises de position sur la justice sociale et l'environnement. Décrit comme progressiste, il défend toutefois la doctrine de l'Église sur l'avortement et l'euthanasie. Il pourrait être le premier pape asiatique. L'ancien archevêque de Conakry, en Guinée, Robert Sarah, pourrait quant à lui être le premier pape africain. Décrit comme conservateur, il a occupé d'importantes fonctions au Vatican. Il est connu pour ses alertes sur l'idéologie LGBT, sur l'islam et sur l'immigration, ainsi que pour ses positions en faveur d'un retour de l'Église à une liturgie plus traditionnelle. Un Français figure parmi les papabilés. Archevêque de Marseille, Jean-Marc Aveline, qui n'est cardinal que depuis 2022. Il partage les orientations du pape François sur l'immigration et sur le dialogue avec l'islam. Il n'y a pas eu de pape français depuis le XIVe siècle. Dans le pays, fille aînée de l'Église, devenue une république laïque, les autorités politiques s'intéressent de très près à ce changement sur le Saint-Siège. Des rumeurs avancent qu'Emmanuel Macron aurait incité les 5 cardinaux français à ne pas choisir le cardinal Sarah, véritablement honni par les élites mondialistes. Un 9 mai sous haute tension. Alors que les négociations de paix en Ukraine n'avancent plus, la Russie s'apprête à célébrer sa grande fête patriotique vendredi. Un événement mondial qui pourrait faire basculer l'avenir de la guerre. Le point tout de suite. Piège ou opportunité de paix? À la veille des célébrations des 80 ans de la fin de la Deuxième Guerre mondiale, Vladimir Poutine a proposé à Volodymyr Zelensky la mise en place d'une trêve humanitaire de 3 jours au moment des commémorations du 8 au 10 mai. Sans grande surprise, le président ukrainien a refusé cette hypothèse, estimant que les délais étaient trop courts pour organiser la paix et que Vladimir Poutine voulait simplement assurer, je cite, une performance théâtrale. La Russie rejette constamment toute proposition et manipule le monde pour tenter de tromper les États-Unis. Voici maintenant une nouvelle tentative de manipulation. Pour une raison inconnue, tout le monde doit attendre le 8 mai et ne cesser le feu qu'ensuite, afin de garantir la tranquillité de Poutine pendant le défilé. Ce qui compte pour nous, ce sont les vies humaines, pas les défilés. En retour, le Kremlin a considéré la réponse ukrainienne comme une menace sur l'événement auquel participeront, de quoi relativiser encore le prétendu isolement de la Russie, le président chinois et le leader nord-coréen. D'autant plus que Volodymyr Zelensky a très clairement déclaré que Kiev ne pourrait pas garantir la sécurité des dirigeants internationaux qui seraient sur place. Pour la 3e année consécutive, le défilé de la victoire prévu à Sébastopol en Crimée n'aura pas lieu. Plusieurs attaques ukrainiennes auraient d'ailleurs été lancées ces derniers jours sur le port de la mer Noire. Par ailleurs, alors que le saillant de Koursk a définitivement été repris par l'armée de Vladimir Poutine, l'Ukraine a relancé dès le 5 mai des opérations sur le territoire russe. Une vingtaine de drones auraient été détruits alors qu'ils s'approchaient de Moscou. Sur tout le pays, plus d'une centaine d'engins auraient été interceptés par la défense antiaérienne russe. Plusieurs aéroports du pays ont dû être fermés. Un climat très loin de l'apaisement en vue de négociations efficaces. À plus forte raison que l'actualité du conflit a également été marquée par l'assassinat ciblé du général Yaroslav Moskalik, l'adjoint du chef d'état-major de l'armée russe, avec un véhicule piégé, une méthode proche de celle qui avait assassiné la jeune journaliste russe Daria Dugina, fille d'Alexandre Dugin, en août 2022. Le président ukrainien a donc choisi de mettre la pression sur le Kremlin pour faire accepter l'idée d'un cessez-le-feu plus long, comme Kiev l'exige depuis plusieurs semaines. Une requête toujours assortie d'autres conditions par Moscou, dans la mesure où Vladimir Poutine sait bien, depuis les accords de Minsk notamment, que toute trêve pour Kiev est avant tout un moyen de se réapprovisionner en armes et munitions. Toujours est-il que des frappes ukrainiennes sur les célébrations du 9 mai auraient des répercussions colossales au niveau mondial. La Russie aurait d'abord un boulevard pour insister sur la nazification de l'Ukraine, refusant la fête de la victoire soviétique contre le Troisième Reich. De plus, la présence des dirigeants étrangers donnerait un nouvel élan international à la guerre à cause de Kiev, ce qui rendrait donc difficile le soutien de ses alliés. De quoi penser qu'avec ou sans trêve, Volodymyr Zelensky ne devrait pas se lancer dans des opérations d'ampleur ces prochains jours, sauf à nouer officiellement avec une attitude kamikaze à l'opposé d'une démarche de paix. Et à présent, c'est le moment du rapide Tour de France. Bérou comme la République. Si le Premier ministre ne semble pas à l'aise pour gouverner, il se défend remarquablement et franchit les obstacles un à un. De quoi s'assurer l'inimitié de son entourage macroniste. Près de 5 mois après son arrivée à Matignon, le Béarnais a enchaîné les catastrophes, de l'aller-retour au conseil municipal de Pau, en pleine crise à Mayotte, à l'affaire Betaram qui n'en finit plus.
Dernière polémique en date, sa proposition de référendum sur le budget de l'État qui aurait été annoncée sans concertation, pas même avec Emmanuel Macron. Mais tout porte à croire que les critiques glissent sur François Bayrou comme sur le dos d'un canard, son objectif étant avant tout de durer à Matignon. Une découverte macabre met fin aux recherches d'Agathe Hilleret. Lundi, le parquet de Poitiers a indiqué que le corps de la jeune femme de 28 ans avait été retrouvé par un promeneur la veille autour de Vivonne où elle faisait régulièrement de la course à pied. Un important dispositif de recherche était en place depuis le jour de sa disparition le 10 avril, mais les battues avaient cessé le 17 avril. Comme dans l'affaire Émile, la triste découverte n'a donc pas été faite par les enquêteurs. Le procureur de la République a déclaré que l'autopsie n'avait pas encore permis de révéler les causes du décès, mais la frêle corpulence de la jeune femme pourrait rendre difficile l'identification des causes, notamment si son décès est lié à un arrêt cardiaque. Mohamed Amra passe assez bien nourri, logé et blanchi. Lundi, le narcotrafiquant a déposé plainte contre X pour des violences qu'il affirme avoir subies de la part de membres du personnel de la prison d'Alençon-Condé-sur-Eursart. Mohamed Amra est mis en examen pour enlèvement et séquestration ayant entraîné la mort, ainsi que pour son évasion en mai 2024 qui a provoqué la mort de 2 agents pénitentiaires. Détenu sous haute surveillance, il fait l'objet d'un traitement particulier avec isolement, réveil toutes les 2 heures et fouille systématique. Que la franc-maçonnerie est aux avant-postes de la bataille qui importe si nous voulons façonner le siècle pour le bien de l'humanité. Emmanuel Macron enfile le tablier en mission pour le bien de l'humanité. Le bavard président de la République a fait dans le racolage maçonnique en plaidant pour l'euthanasie lundi devant la Grande Loge de France. À l'approche du 120e anniversaire de la loi de 1905 sur la séparation des églises de l'État et de la spoliation des biens de l'Église, il a appelé les 32 000 francs-maçons à être les vigies de la laïcité, dénonçant ce qu'il considère comme le piège d'une lecture identitaire visant à stigmatiser les religions, notamment l'islam, prônant une laïcité fidèle à la République. Sur la fin de vie, à une semaine de l'examen du projet de loi sur la dite aide à mourir, Emmanuel Macron a défendu un débat nuancé centré sur le moindre mal, saluant, je cite, « l'humanisme maçonnique qui place l'homme au cœur de ses choix ». Et l'on poursuit avec l'actualité internationale. Levée de bouclier contre Netanyahou et ses chars de Gédéon. Lundi, l'administration israélienne a fait savoir que Tel Aviv lancerait une large offensive de conquête sur Gaza en invitant tous les Palestiniens à quitter l'enclave. Une opération qui devrait commencer à la mi-mai, à la fin de la tournée de Donald Trump dans la région. Des milliers d'Israéliens se sont rassemblés lundi devant la Knesset pour protester contre ces mesures validées par le cabinet de sécurité. En effet, la population estime que le plan est dangereux pour les otages israéliens, toujours détenus par le Hamas et les groupes affiliés. Mais les déclarations du gouvernement israélien ont mis fin aux dernières tentatives de négociation. À Paris, Jean-Noël Barrot, le ministre des Affaires étrangères, dont la voix ne doit pas porter jusqu'à Tel Aviv, a estimé que cette opération n'était pas acceptable, rappelant l'urgence d'un cessez-le-feu et l'acheminement de l'aide humanitaire dans l'enclave, à l'instar de la libération des otages par le Hamas. La Chine s'est également exprimée pour dire son opposition au plan proposé par le gouvernement israélien. Israël toujours, mais cible des Houthis au Yémen après une attaque sur Tel Aviv. Lundi, Israël a bombardé des infrastructures Houthis à Hodeïda au Yémen en réponse à un missile tiré la veille par les rebelles yéménites alliés de l'Iran sur l'aéroport Ben Gourion de Tel Aviv. L'armée israélienne a visé une cimenterie et des sites servant, selon elle, au transfert d'armes iraniennes. Les Houthis, qui contrôlent de vastes zones du Yémen, ont dénoncé des frappes américano-israéliennes sur Hodeïda et Sanaa, accusant les États-Unis d'attaques parallèles. Revendiquant leur solidarité avec les Palestiniens, les Houthis promettent de nouvelles attaques sur les aéroports israéliens, notamment Ben Gourion, avec des missiles hypersoniques. Ces tensions s'inscrivent dans un cycle de violence régionale exacerbé par le conflit israélo-palestinien et les rivalités avec l'Iran, alors que Tel Aviv ne voit pas d'un bon œil un hypothétique accord entre Washington et Téhéran. Tension Inde-Pakistan, l'ONU tente de calmer le jeu. Antonio Guterres, secrétaire général des Nations Unies, a exhorté lundi l'Inde et le Pakistan à s'éloigner du précipice face à des tensions au plus haut depuis des années. Cette mise en garde intervient après un attentat non revendiqué le 22 avril au Cachemire indien qui a tué 26 civils. New Delhi accuse Islamabad qui nie toute implication. Le Pakistan a effectué un deuxième essai de missile exacerbant la crise. Antonio Guterres a condamné l'attaque, réclamant justice, insistant sur une solution qui ne soit pas militaire. L'ONU se dit prête à soutenir la diplomatie pour éviter une confrontation incontrôlable. À la demande du Pakistan, le Conseil de sécurité a discuté de la situation à huis clos ce mardi après-midi.
Aux États-Unis, le Pentagone en prend pour son grade. Lundi, le secrétaire à la Défense Pete Hegseth a annoncé une réduction de 20% du nombre de généraux 4 étoiles, grade le plus élevé de l'armée américaine. L'administration Trump entend aussi licencier plusieurs milliers de travailleurs civils du Pentagone. L'idée avancée est de réduire la bureaucratie. Et voilà, nous approchons de la fin de cette édition. Dès à présent, retrouvez Choc du Monde. Édouard Chano reçoit le géopolitologue Roland Lombardi pour évoquer la diplomatie de Donald Trump à l'égard de la Chine. Au-delà de Trump, on met Trump de côté, l'affaire ukrainienne pour l'Europe, c'est une catastrophe géopolitique. Ça n'a aucun intérêt pour nous de continuer ce combat, et au contraire, ça risque d'aggraver nos relations avec la Russie, qui est un partenaire naturel, quoi qu'on en pense, et surtout au niveau budgétaire, on le voit avec les dépenses annoncées, ça va être vraiment catastrophique. Demain matin, dès 7h, vous retrouverez le Zoom du jour avec l'écrivain Claude Janvier. Il présente son ouvrage « Le nouvel empire européen, ce que l'on vous cache ». C'est à présent la fin de cette édition. Merci à tous pour votre fidélité. Portez-vous bien et à demain.